Salut mes petits canards, bienvenue dans l'épisode 3 de la construction de ma maison container. Vous voyez derrière moi deux menuiseries, et bien ça fait partie des choses que vous allez trouver dans cet épisode-là. Vous allez voir toute la pose, les étapes de pose de ces menuiseries-là. Et puis tous les détails un petit peu que j'avais envie de vous montrer. Vous allez aussi voir la préparation du faux plafond placo et de son isolant. Vous allez aussi voir des éléments en ce qui concerne le chauffage. Derrière moi, vous voyez des gaines qui pendent. Peut-être que vous devinez qu'on va faire un gainable. Et vous allez trouver aussi plein d'informations diverses et variées, des petites astuces, comme j'ai l'habitude de le faire. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent cette construction. C'est un grand plaisir pour moi de la partager avec vous. Allez, il nous restait la porte d'entrée, le coulissant. Ce matin, on ouvre les deux ouvertures et on va poser les menuiseries. Bon, ce que je vous ai, là où j'ai été succinct la dernière fois sur la pose des menuiseries, je vais essayer d'être un peu plus complet, un peu plus précis. Il est à noter qu'en fait, on va le faire en deux fois, c'est-à-dire que là, on pose les ouvrants, parce qu'on est à un moment donné obligé d'ouvrir le conteneur et de poser les menuiseries pour être à l'abri des visiteurs, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que tant que le doublage extérieur n'est pas fait, je pense que je vais m'orienter a priori sur un doublage en acier. Et donc, du coup, ça veut dire que la jointure entre le doublage extérieur et la menuiserie, autant d'un point de vue de l'esthétique que de l'étanchéité, ça va être fait avec des tôles qui vont être pliées, coupées sur mesure. Donc je suis obligé quelque part de laisser un jour entre les dormants de la menuiserie et le bois qui va être la structure sur laquelle on se vissera. De la même manière que j'ai laissé un jour en dessous en mettant ces petites cales là, provisoires qui un jour seront enlevées. Mais pour l'instant c'est pour me garder une garde sous la menuiserie pour pouvoir faire mes étanchéités, mes capots de finition entre guillemets. Pareil sur le côté. Alors ça ne m'empêche pas de la placer dans la bonne verticalité, horizontalité, etc. Mais tout ça, à un moment donné, ça sera à un moment donné dévissé pour glisser une tôle, réaliser une étanchéité et puis reboulonner. Et l'alignement des menuiseries par rapport au conteneur, comme le conteneur peut avoir des défauts de structure, c'est notamment le cas de la menuiserie qui est derrière moi, eh bien en fait ça va se faire au moment du traçage de la contre-cloison placo. C'est la contre-cloison placo qui va donner mon alignement des menuiseries intérieures. Ça, c'est le plus important pour une bonne finition. Et ensuite, à l'extérieur, on habillera en sur-mesure avec les tôles qu'on va choisir et faire plier pour ça. Voilà. Donc là, mon dormant, il est boulonné là, avec une vis traversante en diagonale qui vient chercher le plancher du conteneur, d'accord. Pour ce soir, on va mettre 4 vis sur la hauteur du dormant et puis peut-être 4 vis aussi en haut. Mais encore une fois, ce sera à un moment donné dévissé, revissé. Ici, là, on ne tombe pas forcément bien par rapport à l'onde du conteneur. Parfois, on tombait sur les replats qui sont ici, donc ça tombe super bien, mais on ne peut pas toujours bien tomber. Donc là, c'est pour ça que mon poteau il est fixé en bas. Là, elle est boulonnée sur toute la longueur ici, avec des vis à chaque onde de la tôle du conteneur, d'accord. Et la traverse qui descend, donc elle est boulonnée en bas, boulonnée en haut ici, avec 3 grosses vis au-dessus. Et ici, je vais faire des percements et je vais quand même y mettre des vis. Je vais essayer de voir si j'arrive à caler derrière mon espace avec une petite cale en bois pour donner de la rigidité. Quand ça sera boulonné en haut, en bas et sur les côtés à plusieurs reprises, eh bien, ça sera très solide. Allez, on s'apprête à poser la porte d'entrée. Alors, la porte d'entrée, elle est fournie avec un cylindre à bulles. Pas de mauvaise facture pour la paire. La paire, je trouve qu'ils sont montés en gamme ces dernières années. C'est mieux qu'il y a 10 ans, quoi. Clairement, c'est monté en gamme. Les prix aussi, évidemment. On va pas mettre le cylindre qu'on nous fournit avec la porte parce qu'on a une astuce. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu mon tuto une seule clé, le bonheur. Il s'appelle comme ça. Allez le voir dans les pages de la chaîne, vous le trouverez. C'est, vous savez que nous, sur nos chantiers, pour tous nos entrepôts qu'on utilise à titre perso ou même chez moi, chez mes parents, j'ai qu'une seule clé qui fait absolument tout. En réalité, c'est des cylindres à variature. C'est quelque chose de spécifique qui est pas cher du tout. Enfin, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Et là, c'est la même histoire. Maintenant, on est en train d'installer notre cylindre. C'est le même qu'on utilise partout, de manière à pouvoir toujours ouvrir les chantiers, le portail, les containers avec la même clé. Voilà. Alors, la porte d'entrée, petite précision faite, c'est qu'on va beaucoup plus la caler avec des cales de menuisier qu'on n'a pas. Et c'est pas grave parce que la porte d'entrée, c'est ce qui va nous permettre de rentrer et sortir au quotidien. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé la menuiserie, qu'on l'aura posée avec ses bardages d'étanchéité, de finition autour, et on veut quand même qu'elle soit solide pour pas qu'elle travaille mal. En fait. Cales de menuisier, évidemment, elles ne sont pas sur ce chantier, elles sont sur un autre. Comment on se fabrique des cales de menuisier facilement,
provisoire ou pas d'ailleurs, hein. C'est un bois, là c'est du bois, c'est des petits morceaux de bois, c'est des petits morceaux qu'il y a entre les chevrons chez Gédimat ce matin là, qui permet d'être hors d'eau. C'est des petits trucs, c'est gratos quoi. En général ils les jettent, si vous leur demandez on vous les donne. Vous prenez comme ça, vous mettez avec votre cutter et là, vous décréez la cale dont vous avez besoin. Voilà. Et ça donc, venez voir à quoi ça sert ici là. De ce côté-là, elle est un peu trop épaisse, de ce côté-là, elle est mieux. Donc je la mets là, comme ça. Un coup de serrage. Et là, ma cale, elle fera le job le temps de. Maintenant, verdict, toujours un souci, ça, les portes d'entrée. Une fois qu'on a enlevé les cales de transport, on ne sait jamais si ça va bien se passer du premier coup. Là, a priori, on est bon au niveau du niveau. On va mettre la porte maintenant et on va savoir si on a bien travaillé ou pas. Vraiment trop bon. Bon, cette porte d'entrée, je sais très bien ce que vous pensez, vous vous dites elle est pas belle, mais honnêtement, si vous avez un petit budget comme moi, vous cherchez une porte d'entrée quand même un minimum qualitative, eh ben, en fait, vous êtes obligé de mettre au minimum ce prix-là, ça c'est une certitude, et puis vous orientez vers ce genre de choix-là. Ce qui est sûr, c'est que thermiquement parlant, elle est super efficace, ça n'a pas de difficulté, et au niveau solidité, je pense qu'elle fera le job pendant 30 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr qu'esthétiquement parlant, c'est d'une porte en PVC, ça serait plus joli en aluminium, mais j'ai pas encore gagné au loto. Moi, je la trouve jolie. Tu la trouves jolie? Vincent la trouve jolie, c'est l'essentiel, parce que c'est sûrement lui qui va vivre là pendant un certain temps. Vous avez dit qu'on ferait un petit point sur les menuiseries. Alors, pour les menuiseries, alors je parle pas des 2 menuiseries que vous venez de nous voir poser, je parle de toutes les autres menuiseries de ma maison container. En fait, il s'avère que c'est des menuiseries de récup. Certaines viennent de... Il y a un petit moment, donc je ne sais même plus d'où elles viennent. Mais bon, en gros, ça, c'est des menuiseries double vitrage que j'achète parfois chez des fournisseurs professionnels de bâtiments. Tous les 2 ans, ils font le point sur leur stock. Parfois, il y a des commandes de clients qu'ils ne sont jamais venus chercher. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec des menuiseries qui sont difficilement vendables pour eux. Donc, parfois, ça arrive, surtout chez Point P, qui vendent tous les 2 ans, genre à moins 80% de la valeur du stock. C'est-à-dire qu'en gros, j'achète des menuiseries 50 balles, quoi. L'autre gros stock de menuiserie que j'ai récupéré, c'est un stock que j'ai acheté dans une ressourcerie. Je ne sais pas si vous connaissez les ressourceries. Le principe de la ressourcerie, c'est que c'est un magasin un peu solidaire, c'est-à-dire qu'en fait ils emploient des gens qui sont en général en difficulté. C'est je pense associatif. Ils récupèrent des lots, soit de particuliers qui viennent offrir des lots et puis ils les remettent en état, ils les revendent, ou parfois des professionnels. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les professionnels qui donnent à une ressourcerie, ils ont un avantage fiscal à le faire. Ils peuvent déduire, alors précisément je suis pas absolument sûr de moi, mais je crois me souvenir que c'est qu'ils peuvent déduire 50% de la valeur de l'achat du stock qu'ils ont offert à la ressourcerie. Et ça, ils viennent le déduire de, je ne sais pas si c'est le bénéfice ou si ça vient s'ajouter aux charges, enfin bref. Il y a un avantage fiscal à le faire et donc ça arrive parfois que dans les ressourceries, il y a des boîtes qui offrent un stock de quelque chose. Parfois, c'est pas forcément dans le bâtiment, ça peut être dans n'importe quoi. Là, il se trouve qu'il y a un des gros fournisseurs de matériel pro du secteur qui avait amené, je pense, un semi-remorque de marchandises. Il y avait beaucoup de choses en tout cas. Je ne sais pas s'il y avait un semi-remorque entier, mais enfin, il y avait énormément de stocks, énormément de portes, énormément de menuiseries, énormément de... Qu'est-ce qu'il y avait, des cartons de quincaillerie et tout. Et en fait, dites-vous bien que ce container, il est quasiment rempli avec le lot en question. Je suis allé à la ressourcerie, j'ai vu que le lot, il avait laissé dehors et qu'ils n'avaient pas les moyens de le stocker. Je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, si je vous achète tout le lot, combien vous me faites? Et en fait, ils m'ont fait un super prix. Je crois que j'ai payé 600 balles, un lot énorme. Tout ça, ça en est, vous voyez, ces châssis là, ces volets d'ailleurs, c'est le volet qui va venir protéger le coulissant. C'est pour ça que j'ai commandé le coulissant à peu près en fonction des volets. C'est la seule menuiserie que j'aurais commandé. Tout ça, c'est des menuiseries double vitrage. Là-bas au fond, c'est que des portes jusqu'au fond du conteneur, là, couché. Et puis à gauche, il y a plein de cartons de quincaillerie. Ça faisait partie du lot. Ça, c'est le genre de truc assez intéressant. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est quand vous construisez quelque chose
et que vous voulez faire les choses de manière la plus économique possible, il y a tout intérêt à essayer d'acheter ces menuiseries avant, parce qu'on a parfois l'occasion de les acheter avant vraiment pas cher, parce que c'est des menuiseries qui sont bradées en fait. Et ensuite de faire des ouvertures en fonction des menuiseries qu'on a. Et en réalité, c'est bel et bien ce que j'ai fait. Les deux seules menuiseries que j'ai achetées, je vais vous les montrer en affichant sur l'écran là. C'est le coulissant que finalement j'ai acheté chez Leroy Merlin. Parce que c'est là que je l'ai trouvé le moins cher en standard. Sur des dimensions standards, ça vaut parfois le coup d'aller acheter en grande surface de bricolage. Et la porte d'entrée que j'ai acheté chez Lapeyre. Alors ça, je suis pas fan. Pas fan de la porte d'entrée, mais j'ai voulu prendre une porte d'entrée qui soit pas trop chère. Néanmoins, pas une porte d'entrée à 300 balles de grande surface de bricolage parce qu'on sait que ça ne marche pas. Enfin, ça marche un an, puis un an après, vous regrettez votre achat. Donc là, j'ai pris un truc a priori sérieux en solidité, en quincaillerie. Maintenant, c'est du PVC blanc. Donc, ça sera côté blanc. Parce que dans mon conteneur, j'ai un côté gris et un côté blanc. Mais vous verrez, à la fin, ça choque pas. Ça choque pas. Et par contre, ça me permet de faire des grosses économies. Je vais donc afficher dans le tableau le coût de mes menuiseries pour les menuiseries que j'ai utilisées parce que je les avais. J'ai grosso modo mis une valeur en face de ce que je pense avoir acheté. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mes petits canards, bonne nouvelle. On m'a accepté mon permis de construire. Heureusement, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Imaginez, il m'avait refusé, il aurait fallu tout démonter. Bon, matin pluvieux, pas beaucoup de lumière. On attaque le chauffage. Donc le gainable, et on va commencer par la préparation du caisson de reprise. Il est évident, comme on n'a pas un faux plafond qui est très épais, qu'on va devoir travailler sur un plénum de reprise qui est ici, qui soit plutôt fin. Donc pour ça, les plénums de reprise en clim, en gainable, ils sont pas mal parce que sur le côté là, vous voyez qu'il y a une espèce de pré-découpe dans l'acier Galva qui permet de recevoir ça. C'est des petits manchons qui viennent se mettre là, qui se vissent avec des autoforantes. C'est Vincent qui va le voir, vous allez voir des images en accéléré là-dessus. Ce qui va nous permettre d'accéder au plénum de reprise par les côtés latéraux du plénum. Et donc de diminuer la hauteur. Parce que naturellement, ces plénums de reprise, ils sont faits pour un piquage arrière. Mais là où c'est bien fait, c'est que l'isolant en mousse néoprène qui est dedans, là, ici, eh bien en fait, il n'est pas découpé ici pour que justement dans ce cas de figure-là, on n'ait pas à devoir les reboucher et être moins performant que le néoprène d'origine. On va laisser le néoprène d'origine et se piquer sur les côtés. Alors pour le gainable, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit plan, on a bien réfléchi à où est-ce qu'on allait passer les gaines. En fait, il y a des petits trucs qui sont un peu embêtants, notamment ici, là où j'avais laissé un petit bout de tôle comme ici pour donner un petit peu de renfort à la structure. Et en réalité, c'était un problème parce qu'en fait, la largeur de gaine est quand même assez épaisse et pour garder une hauteur sous plafond dans l'habitation convenable, il a fallu qu'on enlève ici. Pour passer, là pour l'instant, il y a 2 gaines, mais à terme, il y en aura sans doute 4. Pour faire le réseau d'air chaud et d'air froid dans la maison container. Pour ça, on s'est fait un petit plan sur une base des plans qu'on a fait, donc ça va donner ça en 2 mots. Vous voyez qu'ici, on a la porte d'entrée du logement. Juste devant la porte d'entrée, on va mettre le plénum de reprise, c'est-à-dire la reprise d'air de notre appareil. L'appareil, lui, sera logé ici dans le salon côté télé parce que ça ne sera pas un problème côté télé si on descend un tout petit peu le faux plafond de 10 cm ou 15 cm pour donner un peu plus de volume, pour pouvoir mieux isoler au niveau acoustique l'unité intérieure du gainable. Ensuite, l'unité intérieure, elle sera dans ce sens-là, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé, avec 2 gaines de soufflage dans le séjour cuisine, et une qui part dans une chambre et l'autre qui part ici dans l'autre chambre. Il est évident qu'il y a toujours la problématique là au milieu de certaines tôles du conteneur qu'on a gardé, donc on ne peut pas passer exactement là où on veut, ou on peut passer au plus court, d'accord? Mais je ne vous ai quand même pas dit le débat et la réflexion autour du choix du mode de chauffage de cette habitation. J'ai finalement choisi le gainable, d'accord? Une pompe à chaleur RR. J'ai choisi ça pour plein de raisons. D'abord, il est certain que j'adore les gainables, ça c'est vraiment très personnel. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, il y a plein de vidéos à ce sujet-là. Les comparatifs entre les gainables, les planches chauffantes et puis les intérêts et les différentes solutions qui s'offrent à vous quand vous faites des gainables. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller les voir, ces vidéos. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce système-là, parce que c'est un système performant d'un point de vue de la consommation électrique. C'est plus que jamais d'actualité. Les alternatives que j'avais, c'était un poêle à peler, à granules, un poêle à bois, ce genre de choses. Mais en réalité, ça c'est une habitation qui va être en location. Et à moyen long terme, c'est-à-dire une fois que Vincent ne sera plus là, je pense que je vais vouloir de la souplesse
notamment peut-être pour louer cette habitation en location saisonnière. Et un poêle à granules, un poêle à peler, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça nécessite quand même un entretien et quand même un petit savoir-faire pour l'utiliser. Enfin, selon moi, ça me paraît plus simple comme ça. Voilà. Accessoirement, ça fera aussi climatisation. Par chez nous, il fait bien chaud l'été, même si le but ce sera de la mettre le moins possible, évidemment. Mais ça sera un agrément en plus dans l'habitation. Et on va voir à la fin là, tous les coûts, qu'est-ce que ça a coûté, etc. Et vous allez voir qu'en fait, c'est relativement intéressant. Donc, on est parti sur cette idée-là. Voilà. Les petits canards, j'ai acheté de l'or. De l'or. Bon, c'est un peu baissé là depuis la crise, machin, mais enfin, c'est encore bien plus cher que. Enfin, c'est encore beaucoup plus cher qu'avant le Covid, évidemment. C'est comme ça, ça a rien de marronné. Bon, alors là, on va attaquer l'ossature du faux plafond, enfin, attaquer même le faux plafond Paco, à proprement parler. Et là, je suis quand même obligé de vous dire une petite chose, j'ai un peu tremblé quelques minutes, parce qu'en fait, on s'est aperçu, finalement, en attaquant, il y a beaucoup de choses que je découvre au fur et à mesure, hein, vous avez compris, il n'y a pas grand-chose de prémédité sur ce chantier, c'est un peu, voilà. L'idée, c'est que des fois, les plafonds de conteneurs maritimes, d'accord, c'est relativement souple. La tôle du plafond, là, celle-là, elle est globalement même plus fine que la tôle des parois. C'est pas une tôle qui est faite pour supporter quoi que ce soit, c'est pas structurel, c'est du remplissage. Donc là où je pensais à un moment donné faire des faux plafonds en fourrure et en lisse, avec des suspentes qui accrochent mes fourrures, tous les mètres 10 par exemple, pour porter la totalité du plafond, eh bien je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas venir me boulonner à cette tôle. Cette tôle, elle est souple, quand on va marcher dessus, elle va bouger. Je ne suis même pas sûr que, sur le principe, elle puisse... enfin si, tenir le toit, elle peut, mais si par exemple on va marcher sur le toit, il est évident que ça va faire bouger cette tôle. Si ça fait bouger cette tôle et que les suspentes sont accrochées à la tôle, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bouger mon ossature de placo. Le placo, c'est un matériau qui est relativement souple, c'est d'ailleurs une de grande qualité dans l'habitation, c'est que c'est quelque chose qui supporte pas mal la contrainte et les mouvements, mais enfin il y a quand même une limite. Évidemment, si mon faux plafond il est fait, jointé, et que je marche sur le conteneur et que je fais bouger ne serait-ce que d'un petit centimètre mon ossature de manière régulière ou même ponctuelle, je pense que potentiellement j'ai un risque de fissuration qui va se créer. Donc je me suis dit, pas de problème, on va faire un plafond autoportant. Donc un plafond placo autoportant, c'est quoi? C'est un plafond qui est fait en rail et en montant, en R et M, d'accord? Après il y a différentes tailles de rail, différentes tailles de montant. L'enjeu, c'est que ce qui coûte pas cher, parce que c'est ultra produit, c'est les R48 et les M48, c'est-à-dire les rails et les montants qu'on utilise pour les cloisons. C'est le plus produit globalement sur le marché de construction, donc c'est le moins cher. Le problème, c'est qu'un plafond autoportant, donc le principe, c'est que vous avez un rail d'un côté de la structure du conteneur, un rail de l'autre, et des montants qui relient les deux, et pas de point de fixation entre les deux. Mais il y a une limite, évidemment. La limite, c'est la tenue du montant. Et donc il y a des règles, et en fait j'ai beaucoup de chance parce que là où je pensais en m'étant dit ça que j'allais être obligé de passer avec des M et des R en 70 mm, ce qui est beaucoup plus cher à l'achat que les M et R 48, et bien en fait la distance maximale entre les rails d'un côté et de l'autre pour l'autoportance de ce type de plafond, c'est 2,35 m. Et combien j'ai entre les deux parois intérieures de mon conteneur? Je vous le paye en 1000, j'ai 2,35 m, genre au centimètre près. Du coup, je me dis qu'ils ont créé cette norme pour moi. Parce qu'ils savaient qu'un jour, j'allais faire une maison conteneur. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, allez, pour lui, allez, on va faire un effort, on va aller jusqu'à 2,35. Bon, bref, je rigole. Mais 2,35, ça veut dire que deux montants dos à dos vissés et dans les rails de chaque côté, eh bien, ça suffit à porter la portance d'un plafond placo avec un petit peu de laine de verre. Pour parler de laine de verre vite fait, il y aura 100 mm de laine de verre prévu. Je crois avoir compris, d'ailleurs s'il y en a qui peuvent me le confirmer dans les commentaires, ça serait top, qu'il ne faut pas de pare-vapeur dans mon cas de figure parce que j'ai une isolation par l'extérieur, par le dessus, un petit peu costaud, et il ne faut pas non plus que cette laine de verre soit trop épaisse parce que je dois respecter une espèce de proportion entre l'isolant sous le toit et l'isolant sur le toit, et donc je ne peux pas vraiment dépasser un certain seuil. Donc je vais mettre de la 100 mm, ça sera déjà très bien, je crois que je suis à 2,35 de R. Et ce sera de l'IBR 100 mm, d'accord, une de verre basique avec un pare-vapeur. Le pare-vapeur, je pense qu'il ne le faut pas, donc soit je l'arracherai, soit je le découperai, parce qu'en fait, quand on le lacère, il paraît que ça fait exactement le même effet que de ne pas avoir de pare-vapeur. C'est sans doute ce que je vais faire, surtout si dans les commentaires, il y en a parmi vous qui me disent oui, surtout pas de pare-vapeur dessous, c'est une mauvaise idée. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire nos plafonds, et j'ai eu beaucoup de chance dans l'histoire parce que
à quelques centimètres près, je passais sur des rails d'émotion beaucoup plus chers. D'ailleurs, je vous montre vite fait ce que ça coûte pour les 2 conteneurs, c'est-à-dire pour toute la maison conteneur. Qu'est-ce que coûte le plafond placo et la laine de verre? On est ici. Donc, laine de verre, montant en 48, rail en 48 et plaque de plâtre en BA13. Alors là, il n'y a pas la BA13 hydro sur ce devis, d'accord? Donc là, c'est du BA13 standard, donc ça sera un petit peu plus cher, mais ça, j'ajusterai dans le tableau des coûts. Et là, on est à 609 € hors taxe, 730 € TTC. Ça, c'est le coût de mon faux plafond placo. Voilà. Allez, on parle 2 secondes des implantations du faux plafond définitif de l'habitation. Ça a été un mix entre la moins mauvaise des solutions et le meilleur compromis. Et donc, du coup, on a décidé de se mettre à 240 hors tout, d'accord? Un conteneur maritime, il fait hors tout sous le toit 270. Donc, vous allez me dire, on aurait peut-être pu mettre plus. Mais en réalité, une fois qu'on prend en compte le fait qu'il y a une poutre là, le petit carré que vous voyez là, entre mon doigt là. Cette poutre-là qui redescend de combien HSP sous poutre, on est là, 263, vous voyez, quasiment 7 cm entre là et là. Bien ça, c'est une contrainte par rapport à notre système de gainage, parce que les gaines, elles passent contre. On peut un petit peu les ovaliser, on peut un peu exagérer, mais en réalité, il faut rester raisonnable quoi, dans l'ovalisation, je ne sais pas si ça se dit, de ces gaines. Donc, en gros, on aurait pu se mettre à 245 en hauteur sous plafond fini. Mais en réalité, ça nous obligerait à faire à des endroits des petits caissons un petit peu en dessous. Donc, je pense qu'on ne va pas prendre cette solution-là. On va choisir une solution économiquement raisonnable. C'est de se mettre à 240 sol fini. Donc, ça veut dire que mon ossature, je la trace à 243. Parce qu'en réalité, avec les épaisseurs de placo, etc., ça nous permettra de mettre en doublage uniquement des plaques en 240. Et le petit bonus, c'est que du coup, on ne découpera pas une plaque de placo pour ce qui est des doublages. Elles seront toute hauteur. On commandera des plaques en 240, on jouera en 240, peut-être qu'elles auraient évidemment, c'est mieux d'avoir un petit peu plus de hauteur sur le plafond, mais honnêtement, par rapport au mix des deux, c'est le choix que j'ai finalement retenu. Donc, on va tracer 100% au laser de l'implantation de la hauteur finie de notre ossature. Donc 242 et demi, quelque chose comme ça. Et puis, on attaquera l'ossature du faux plafond un petit peu. Bon, le but, c'est que vous appreniez un petit peu aussi de mes erreurs, surtout si vous avez éventuellement le projet de faire ça. Là, vous allez me voir et vous allez avoir l'explication de ce que je suis en train de faire. Mais il est à noter que si j'avais laissé, là, vous voyez au-dessus, un petit bout de tôle un peu plus long que celui que j'ai découpé, que j'ai laissé là, les 10 cm, si j'avais laissé 30 cm, eh bien, ça aurait été mieux parce que ça m'aurait évité de faire cet exercice-là, de devoir mettre des chevrons tous les 50 ou 60 cm. Donc, si vous devez le faire, n'hésitez surtout pas à laisser un petit peu plus. Ah, ça prend la drache aujourd'hui, donc on est confiné dedans. Alors là, vous m'avez vu travailler ces bouts de bois, donc en fait, j'ai simplement retaillé, hein, vous l'avez compris, pour qu'ils passent dans l'interstice des 2 ondes des containers, sachant qu'elles sont légèrement décalées, mais en fait, c'est pas un problème parce qu'elles sont décalées exactement de la même manière d'un bout à l'autre. Là, le but de mettre ces petits renforts en bois, c'est de pouvoir avoir un appui tous les 60 cm solide pour venir reprendre les 2 rails R48 qui vont porter les 2 plafonds autoporteurs d'un côté de l'autre. Si c'est pas clair quand je vous explique ça, dans quelques secondes vous allez voir les autres images et vous comprendrez. On avait besoin donc de supports un petit peu solides attenant à la structure et non pas encore une fois au plafond. Et donc j'ai fabriqué ces petits bouts de bois que je vais mettre en 60 sur toutes les longueurs qui sont ouvertes entre les 2 conteneurs. Bon, et Vincent de son côté il fait quoi? Tu fais quoi, Vincent? Je pose les rails. Tu poses les rails. Voilà, Vincent il fait ça. Donc sur les repères qu'on a fait au laser ce matin, il pose un rail d'un côté, un rail de l'autre, et entre les deux, donc double montant tous les 60, dos à dos, boulonné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, une petite trouvaille, incroyable, 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 je vous montre. Donc ça, au magasin, c'était des vis autoforantes, je les avais pris avec une tête hexagonale pour que ce soit plus facile à mettre ça dans la visseuse. Mais ça vaut 10 balles. Bon, sans doute parce que c'est un tout petit conditionnement et que c'est pas l'endroit où il faut les acheter. Il faut aller chez un quincailler. Par contre, dans le rayon placo, j'ai trouvé ça. Donc ça, on a mis un scotch dessus. Bon, c'est des vis phosphate, là, les mêmes choses que les vis placo, en fait. D'accord? Donc c'est des vis noires, sauf qu'elles ont une tête autoforante. C'est 3,5 par 25, comme des vis placo que vous connaissez traditionnelles, d'accord? Sauf que regardez bien au bout. Elles ont une tête
autoforante. Je savais même pas que ça existait. J'ai vu ça dans le rayon. Alors, avantage, inconvénient. Avantage, c'est que cette boîte, elle vaut 10 balles. Donc, ça fait 10 balles les... Je pense qu'il y a 500 ou 1000 vis là-dedans. 500 unités, d'accord. Là où ce type de boulonnerie, 10 € les 100, quoi. Donc, c'est 5 fois moins cher. J'ai bien fait le calcul. Peu importe, on s'en fout. Bon, beaucoup moins cher. Petit bémol, les vis phosphate, c'est des vis qui sont relativement fragiles. L'acier, il est parfait pour percer l'acier. Il est très dur, mais elles sont légèrement cassantes. Maintenant, pour visser tous les rails avec un point de fixation quasiment tous les 50 cm, honnêtement, ça ira nulle part. Et ça facilite grandement la tâche à Vincent parce que la tête de ces vis trompettes, la vis placo, vous avez déjà remarqué, sur un embout vis placo, hein, le bon embout, ne prenez pas un embout vis bois, elles tiennent parfaitement. C'est-à-dire quand vous forcez avec la visseuse, vous n'avez pas la vis qui file à gauche ou file à droite. Alors qu'une autoforante classique, souvent, on est quand même obligé un petit peu de la tenir avec la main au moment où on visse. Là, celle-là, bah, c'est comme si vous aviez une mèche au bout de la perceuse. Voilà. Donc, pas mal. Pas mal. Allez, je suis en train de passer les tuyaux de la VMC, d'accord? Et maintenant, avec ces tuyaux isolés, alors ça, c'est mieux les tuyaux isolés, hein, vraiment, ça, je vous conseille. Ça évite des phénomènes parfois de condensation à l'intérieur des tuyaux plastiques. Sur les anciennes VMC, dans des endroits non isolés, c'était une folie à l'époque. On faisait mettre des gaines de VMC comme ça, qui étaient non isolées. Et en fait, souvent, il y avait de la condensation qui se formait à l'intérieur de cette gaine. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, maintenant, le plus souvent, on met ça, et c'est bien mieux. Le seul problème, c'est que compte tenu de l'épaisseur de l'isolant, eh bien, en fait, les longueurs qu'on achète en magasin font plus que 6 mètres. Donc c'est problématique parce qu'il faut tout le temps les manchonner. Pour les manchonner, soit vous achetez un petit manchon spécial plastique, en fait, en réalité, c'est rien d'autre que du PVC. Soit l'idéal, c'est d'avoir un bout de tuyau PVC, ça c'est du tuyau en 80, d'avoir un bout en 80 et vous vous servez d'un petit bout de 7-8 cm avec du scotch aluminium pour faire votre raccord entre les deux. Et si vous n'avez pas de 80 comme moi sur ce chantier et que vous êtes impatient comme moi, eh ben, vous bricolez un PVC en 100, je vous montre comment. Comme ça, là à la grosse touche, j'ai mes 80. Maintenant, scotch aluminium. Et voilà, j'ai mon manchon. C'est pas mal, non? C'est pas mal quand même. Hein. Bon, donc la VMC sera au-dessus des toilettes, dans un caisson qui sera peut-être légèrement plus bas, et elle aspirera cuisine, salle de bain et toilettes. C'est pareil. Voilà. Et on va la brider de chez bridé, parce qu'avec le gainable, on a quand même un air qui est plutôt sain. Il est souvent asséché par le principe de fonctionnement du gainable. Voilà. Bon, en parlant un peu de tarif du gainable pendant que Vincent est en train là de tirer les liaisons frigorifiques entre le compresseur extérieur, le groupe extérieur de la clim et l'unité intérieure du gainable. Donc pour ce qui est du choix du gainable, eh bien je me suis quand même posé la question de deux possibilités qui s'offraient à moi. C'est Hitachi, qui est un fournisseur avec qui je travaille souvent, et Eiwa. Eiwa, c'est une marque un peu nouvelle pour moi parce que ça fait pas très longtemps que je la pose. Elle est distribuée par mon distributeur historique Mitsubishi. Je crois que c'est une filiale de Mitsubishi. Et en prix, ils sont relativement agressifs. Et toutes les clims que j'ai posées, mais j'ai jamais posé de gainable de cette marque-là, mais toutes les clims que j'ai posées, eh bien, je les ai trouvées de bonne facture. Et en tarif, c'est vraiment compétitif. Accessoirement, elles sont souvent très performantes dans cette marque sur des températures basses. Et pour les Alpes de Haute-Provence, c'est pas mal parce que parfois ça peut descendre un peu bas, même si c'est pas les Hautes-Alpes, évidemment. Je suis pas en train de vous faire la pub pour cette marque-là. J'ai pas le recul nécessaire pour vous dire que c'est génial et je suis pas rémunéré pour le faire. Bref, je vous fais part des choix qui s'offraient à moi, d'accord? Mitsubishi d'un côté et Eiwa de l'autre, donc avec des systèmes de gainable, il y a plein d'options possibles. Bon, globalement, ça se suit en termes de
d'agréments et de possibilités, d'accord? Il est simplement à noter une chose, c'est qu'il y avait quelque chose quand même intéressant chez Aiwa, c'est que les Hitachi, le modèle en tout cas que j'avais choisi, rapidement, il descend facilement jusqu'à moins 15 degrés. Alors que le modèle Aiwa, il avait une température jusqu'à moins 20 degrés garantie, donc enfin une efficacité thermique jusqu'à moins 20 garantie, donc je l'ai choisi. L'autre raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est le pognon, parce que c'est un peu moins cher. C'est pas fou, hein, mais c'est un peu moins cher. Je vous montre un peu la différence sur les devis. Donc déjà pour ne parler que de l'unité intérieure et du compresseur, donc du groupe extérieur, si on fait le comparaison, quand chez Hitachi on est à 1436 € hors taxe pour l'unité intérieure et le groupe extérieur, d'accord. Chez Aiwa, on est à 989 sur ce devis-là. Donc, on a quand même une petite différence de prix en ce qui concerne les appareils. Ensuite, tout ce qu'il y a autour, eh bien, en fait, ça va à peu près se suivre parce que c'est des gros distributeurs qui font que de la clim et donc, du coup, les prix globalement sont suivis, d'accord. Enfin, concordants. Il est simplement à noter que sur les devis qui sont là, j'avais fait chiffrer des AirZone. Donc, les AirZone, vous savez, c'est un système de régulation intelligent qu'on peut mettre sur les gainables. Ça, j'ai fait une vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, allez la voir si toutefois c'est quelque chose qui vous intéresse, savoir ce que ça coûte avec le AirZone et ce que ça coûte sans le AirZone. Il faut savoir que chez Mitsubishi, le AirZone, il était à peu près à 1500 € hors taxe, quand chez Aiwa, il était à 1200 € hors taxe. Donc, pareil, on a encore une petite différence de prix concernant leur positionnement tarifaire. Quand on ajoute tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est accessoire, eh bien en fait, on va se concentrer là maintenant chez Aiwa parce que c'est là que j'ai passé ma commande. Donc on enlève le AirZone qui était à la page d'avant, on rajoute des petits accessoires pour pouvoir faire une régulation quand même de température dans chaque chambre, mais à l'ancienne, avec des servomoteurs électriques câblés de manière filaire, avec des thermostats filaires. Et tout ça, il faut ajouter en fait au montant total à peu près 500 €. Donc si on prend le montant total hors taxe du devis initial, on enlève l'AirZone, on rajoute les accessoires, on arrive à 2066 € hors taxe. Il faut rajouter environ 400 € d'accessoires, de câbles, de tout ce qui n'est pas compris là dans le devis. Et on arrive à 2466 € hors taxe. Ça, c'est ce que va me coûter ce système de chauffage pour mon chantier. Il est bien évident que si vous le faites poser par un artisan, bien évidemment, ça va coûter plus cher que ça. Pour vous donner une petite idée rapidement et une petite astuce aussi, là, donc dans ce cas précis, quand moi, par exemple, je dois faire un devis pour un chantier, eh bien, si j'ai en gros 2400 ou 2500 € de fourniture, je vais ajouter en gros 15%. C'est pour la fourniture, d'accord, c'est de la marge sur la fourniture. Ça permet d'éviter les soucis et de prévoir aussi un jour peut-être sur chaque installation que je pose de partout des problématiques de SAV. Parce qu'il faut savoir que nous les artisans, quand on pose ce type d'appareil là, on se pose toujours la question de savoir s'il va y avoir un SAV. S'il va y avoir un SAV, c'est très compliqué pour nous parce que parfois c'est des journées entières qui sont pas rémunérées. C'est pas de notre faute parce que ça vient en général pas d'un défaut de pose, mais ça peut venir de l'électronique d'un appareil ou quoi que ce soit. Bref, c'est une petite marge qu'on est obligé de prendre sur chaque client pour pouvoir, à la fin de l'année, se dire que les jours de dépannage qu'on a pu faire sur nos installations, ils ont quand même été rémunérés parce qu'on ne peut pas non plus travailler des jours sans être payé. C'est un peu comme vous, si vous êtes salarié par exemple, c'est un peu le même principe. Donc on divise un peu ce risque-là sur l'ensemble des chantiers. Et il faut savoir qu'en clim, très souvent, une bonne façon de faire, même si pour vous, chez vous, vous posez la question de savoir qu'est-ce que ça va vous coûter une clim, un gainable ou autre. Très souvent, je me suis aperçu d'un petit truc, et c'est ma petite astuce, c'est que vous prenez le montant des fournitures total. Donc là, en l'occurrence, on serait à aller entre 2005 et 3000 €. Et vous le multipliez par 2. Quand vous multipliez par 2, ça vous donne grosso modo le prix de la fourniture et de la pose pour ce type d'appareil-là. C'est en général, moi, quand je fais mes devis, là-dessus que je tombe. Donc, si vous voulez faire une petite idée rapide sur un chantier de qu'est-ce que ça va coûter une clim, que ce soit un monospeak ou un gainable, vous allez chercher le prix, encore faut-il pouvoir le faire, mais vous allez chercher le prix de l'appareil et vous le multipliez par 2, ça va grosso modo vous donner le montant hors taxe de la fourniture et la pose par un artisan. C'est évidemment pas valable si vous allez acheter votre clim dans une grande surface de bricolage, un truc râlé pâquerette qui va marcher pas longtemps. Voilà. Je vous dirai par la suite si ça fonctionne bien dans d'autres tutos dans les années qui viendront. Évidemment, pour l'instant, j'ai pas ce recul-là, mais mon avis d'installateur et mon instinct me fait dire que je crois que cette marque est pas mal. Donc, je vais le tenter comme ça. Voilà. Bon, et j'ajoute une dernière chose concernant les prix là dont je viens de vous parler. C'est que ne vous fiez surtout pas au prix public des catalogues, d'accord? Dans le bâtiment, très souvent, c'est encore comme ça. Bon, c'est ancestral comme méthode, mais malheureusement, c'est la politique tarifaire des fabricants.
de faire des catalogues avec des prix publics qui ne veulent absolument rien dire, d'accord? C'est fait pour qu'on on présente les catalogues aux clients en disant, vous voyez, bon, bah, cette clim elle coûte ça, plus ma main d'œuvre ça fait ça. En réalité, il n'y a pas un fabricant de ce type-là, par exemple, pour être précis en clim, qui ne fasse pas au minimum 50% de remise à ses artisans. Donc il faut pondérer la chose. Donc si vous avez besoin d'aller chercher les prix, vous allez chercher sur internet. Il y a quelques sites maintenant qui commencent à vendre en particulier. Alors, il y a toujours le problématique de la mise en service, mais ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent ces épisodes et cette construction. Ça fait vraiment très plaisir de recevoir des messages enthousiastes. Donc je voudrais coller au plus près de vos attentes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez ça trop long, trop court, trop vide, trop plein, enfin j'en sais rien. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires. J'ajusterai en fonction de ça parce que le but c'est de partager et de vous montrer les choses que vous avez envie de voir. Donc un grand merci encore à tous ceux qui suivent tout ça et je vous dis à très vite pour l'épisode 4. Je viens de faire un chargement dans Marseille, la ville la plus embouteillée d'Europe, c'est une catastrophe. J'ai perdu quasiment l'après-midi. Un chargement d'isolant dans le camion et la remorque épique, vous allez voir ça dans l'épisode 4. Je pensais jamais que ça allait rentrer. C'est rentré, c'est rentré. A bientôt mes petits canards, merci encore, bye.